avant d'aborder le sujet de tes romans, Mort d'un sénateur et Tuer Pétain, tout un programme, on est bien d'accord, je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie, pendant que Christophe prend des notes pour son questionnaire à lui. Il va tricher, non il va pas tricher, il n'oserait pas. Pascal, si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Si j'étais un livre de chevet, je pense que ça pourrait être une histoire du chat de Guéluc. Parce que ça met en joie, parce qu'on en avait déjà parlé, il y a une philosophie qui est facilement accessible et qui en plus fait plaisir à tout le monde. On parlait de bande dessinée juste avant, on continue. Il y en a beaucoup derrière toi, je vois. J'adore la bibliothèque, je tiens à le dire. Ça fait un peu escalier. Mais je vois beaucoup de bandes dessinées, donc à mon avis, ça ne m'étonne pas qu'il y ait de la bande dessinée sur la table de chevet. Je fais pivoter un petit peu pour voir, oui, c'est mon espace de travail en fait. Et la bande dessinée m'a nourri pendant toute ma vie. Alors, note technique, il ne faut plus... Là je suis toujours là et on est tous là. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, ça y est. Voilà, il ne faut plus bouger l'ordinateur, quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà, on va rester stable, tout va bien se passer. Je pense que je vais utiliser le langage des signes pour être sûr qu'il n'y a rien qui bouge face à l'écran. Il ne faut pas secouer les meubles, rien du tout, et ça devrait bien se passer. Si tu étais un format, on parlait de bande dessinée, alors ça peut être ça, mais un format parmi tous ceux qui existent, entre le poche, le grand format, e-book, audio, bande dessinée, etc., lequel serais-tu? Ah, pour la facilité de lecture et d'utilisation, le format poche. Parce qu'on peut l'utiliser partout, parce qu'on peut le transporter, parce que on peut voyager avec. Et il y a un rapport avec le livre qui est extrêmement important. Si tu étais une maison d'édition? Joker. Si tu... Il y a le droit. Après, il n'y en a plus. Donc, c'est risqué de l'utiliser si vite, mais avec grand plaisir. Si tu étais un rayon dans une librairie, vers lequel te dirigerais-tu, là, tout de suite? Alors, là, pas Joker, mais si j'ai droit à plusieurs réponses... ça dépend du budget. Le polar historique, la BD. Polar historique, BD. Un bon budget, alors. 3 rayons, il faut se faire plaisir. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Je n'ai touché à rien. Avec si j'étais un marque-page, je marquerais les pages avec une feuille d'érable. Pourquoi l'érable en particulier? Il y a une signification ou Est-ce que c'est nos amis là-bas, tout au loin? Voilà. Parce que j'ai des liens anciens et d'affection avec le Québec et le Canada, et que la feuille d'érable rouge représente pour moi une saison, un pays d'abord que j'adore, et une saison formidable. Si tu étais un personnage, fictif ou réel, on a carte blanche, lequel choisirais-tu? Ah, pour revenir à mes souvenirs d'enfance, Sherlock Holmes. Tu aimes mener les enquêtes? C'est le principe polar, puisque tu es dans le rayon polar. J'aimais beaucoup les enquêtes. Bon, je crois que j'ai commencé à lire des polars avec Sherlock Holmes. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais jamais à résoudre les enquêtes et que lui y arrivait bien mieux. Et en fait, il a fallu que j'écrive des polars pour me rendre compte que l'auteur fait tout pour que le lecteur ne soit pas capable de résoudre l'énigme. Tu fais ça, toi, Pascal?
c'est moche. Moi aussi, je fais ça. Et je pense que Christophe Dubourg fait ça aussi. Bien En fait, sûr. voilà, on aime bien nous faire ça. Vous compliquez un peu la vie. Est-ce qu'on y arrive? Je pense, hein, on vous complique un peu la vie. Si tu étais un temps de conjugaison dans notre beau Becherel, tu irais à quelle page? Un temps de conjugaison. Là aussi, quand on fait de l'histoire, quand on est historien, on écrit au présent. Et quand on raconte, on écrit au passé. Mais le temps de l'histoire, c'est le temps historique, et pas le futur. On n'écrit pas l'histoire au futur. Alors, est-ce qu'on y arrive? Kiko, il balance ce soir. On aime bien ça. Certains y arrivent mieux que d'autres, dirons-nous. C'est pas faux. C'est pas faux de jouer avec les nerfs et les neurones des lecteurs et des lectrices. Oui, on aime bien. C'est un petit peu un sport comme ça. Entre nous, on aime bien faire ça. Si tu étais la bande-son de tes livres, si tu étais une musique, un groupe, un genre, un morceau en particulier, un instrument, tout est possible. La 7e symphonie de Beethoven. Tu écris en musique? Oui. Plutôt Oui, classique beaucoup. alors. Plutôt classique. Instrumental. Plutôt classique, ou alors si c'est avec des paroles que je comprends pas, pour pas avoir à m'attacher au texte. Et j'ai dit souvent, hein, moi c'est radio interdit. Je peux pas interdit de mettre de la radio quand j'écris, sinon j'écoute. Notamment les pubs. Et alors vous retrouvez des pubs dans les livres, c'est quand même problématique, parce qu'on ne me paye pas pour faire ça. C'est Si, ça. si tu étais un signe de ponctuation sur ce beau clavier, lequel aimes-tu particulièrement? Ah. Les points de suspension. Laisser planer le doute. Les phrases. Oui. Même si je crois que j'en mets pas beaucoup dans mes bouquins et dans mes histoires. Mais c'est un signe que j'aime bien, effectivement. Ça laisse planer le doute. Ça Et un laisse petit... anticiper sur l'avenir. En parlant d'avenir, un petit dernier pour la route, si tu étais un verbe. Aimer. Même dans les polars, hein, c'est important. C'est important. Même là. Ah oui. Surtout, surtout dans la période que je décris, on avait vraiment besoin d'amour. Et oui, zut, moi personnellement en radio j'écoute une station assez locale dans le coin de chez moi qui passe beaucoup de musique et pas de pub ou très très peu et il y a juste les sorties culturelles, des choses comme ça, mais qui pourraient me distraire quand même. Mais quand j'aime bien les chansons, donc moi je peux pas écouter des chansons que j'aime bien ou que je connais, sinon j'ai envie de jouer de la guitare en même temps, écrire et jouer de la guitare simultanément, c'est compliqué. Si je chante, il y a de la grêle, donc ça faut aussi éviter. Donc c'est toute une stratégie, hein. Écrire et la musique. Il y a moyen de faire un mémoire universitaire, hein, sur cette question. Je pense qu'il y a Ouais. plein d'écoles possibles. Pascal, avant de passer à tes livres, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos amis ici présents, mais qui ne te connaissent pas encore peut-être? Qu'aimerais-tu dire de toi pour les personnes qui te découvrent ce soir? Salut Ayapuka, bienvenue, ça fait plaisir de te voir par ici. Alors, déjà, je crois que le questionnaire m'a un petit peu révélé. Disons que depuis 1 an maintenant, je profite d'une retraite après avoir enseigné l'histoire et la géographie comme on le fait en France pendant 40 ans, et que je mets à profit ces moments pour me promener, pour voyager un petit peu de manière le plus responsable possible, pour écrire, pour mener des projets, pour lire bien sûr, que j'habite au milieu de la campagne d'Auvergne et que tous les jours c'est un enchantement
de profiter du réveil de la nature, le soir, le coucher de soleil. Je suis dans un hameau qui a la chance de ne pas avoir d'éclairage public. Donc, justement, je parlais du chat tout à l'heure. Nous avons un hôtel de luxe à des milliers d'étoiles qui sont dans le ciel. Et voilà, a priori, je n'ai pas complètement envie de changer de vie. Il n'y a pas de raison, hein. Et puis ça permet de venir dans la boîte, nous dire bonjour, même au milieu de ce hameau paisible où j'ai envie d'aller maintenant. Bravo, merci. Merci de me donner envie de partir en vacances comme ça, c'est super. Ah ben, Ils seront ravis au boulot demain que je leur dise « Salut les gars, je suis en Auvergne, amusez-vous bien ». Je sais pas, Pascal m'a convaincu, je suis parti ce comme soir. Tu vois, en plus, on peut... Bah oui. Oui, puis on peut très bien travailler à distance. Comme tu vois, la liaison est parfaite. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, Fanny demande, on y va tous. Est-ce que tu as un grand jardin? Est-ce qu'on peut venir? On est quelques-uns, oui, rien, mais... Oui. On a 4 hectares de terrain, donc vous pouvez venir sans aucun problème. Alors, Kiko est allé dans ce coin-là pendant ses vacances. Et Fanny te remercie déjà pour l'accueil, quoi qu'il en soit. Donc, on va... le temps de se mettre en route. On en reparle. Elle m'envoie ses coordonnées et on organise un petit séjour en Auvergne pour les jours ou les semaines qui viennent. Ça ne nous pose aucun problème. Ce sera volontiers. Allez, trêve de visite touristique, mais j'ai quand même noté l'idée, parce que j'ai envie de visiter maintenant. Je te propose qu'on parle de tes romans. On va commencer par ordre chronologique, par Mort d'un sénateur. Je vais mettre la couverture. Pendant ce temps-là, première question qui va te renverser par son incroyable originalité, on ne l'avait jamais faite. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce roman, Mort d'un sénateur? Ah oui, c'est la question à laquelle je ne m'attendais pas, ça. Non, c'est surprise. Je suis comme ça. On m'appelle Kinder. On ne m'appelle pas comme ça. Voilà. Tout non, Christophe, ne note pas ça sur mon petit carton quand je viendrai en salle. Et merde. Je suis foutu. Je suis foutu. Et en plus, c'est enregistré, ce truc. Mais oui, évidemment que c'est enregistré. Alors, Mort d'un sénateur se déroule pendant l'été 1940. Au moment où la France a été envahie par les armées allemandes. Alors, ça a commencé par chez vous, ça a commencé par la Belgique. Et très rapidement, les troupes allemandes traversent les Pays-Bas, la Belgique, la France, écrase ce qui était considéré comme la première armée du monde. Et bon, je passe un petit peu toute l'histoire, ça serait long, mais en gros, 2 mois, après le début de l'invasion allemande, le maréchal Pétain est nommé chef du gouvernement. Alors c'est une nomination, bon, il a été choisi par les députés et les sénateurs qui vivent dans une panique totale. C'est un moment de chaos, cet été 1940. Personne ne sait ce qui va se passer le lendemain. La paix n'est pas encore signée. Hein. Le 10 juillet 1940, les Allemands sont encore en train d'avancer. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Et au milieu de cet état d'angoisse et de panique, on découvre le corps d'un sénateur républicain, franc-maçon, opposé à Laval, et plus ou moins par ricochet opposé à Pétain. Et le but de l'enquête de Joseph Dumont, c'est de découvrir évidemment l'assassin. Et les conditions les conditions historiques font que c'est une enquête qui ne peut pas se dérouler normalement. Bien sûr, on cherche l'assassin, mais il avait beaucoup d'ennemis, les partisans de Laval. La France est très... enfin, pas la France, mais beaucoup
d'hommes politiques sont opposés à la franc-maçonnerie. Donc là aussi, il aurait pu être victime de cette ostracisation, si je peux dire, des francs-maçons. Il s'est publiquement opposé à Laval, et les partisans de Laval auraient pu choisir de l'éliminer. Il s'est opposé à un groupuscule d'extrême droite qui s'appelait la Cagoule, et il a participé, ce sénateur qui est un personnage fictif, mais il a participé à l'élimination de la Cagoule. Donc il a un catalogue d'ennemis et d'opposants qui seraient susceptibles d'avoir voulu attenter à ses jours. Et dans cette année-là, donc, il n'y avait pas encore le livre Se faire des amis pour les nuls. Lui, il l'a pas lu. Pas vraiment. Ok, ça fait beaucoup de suspect, ça, quand même, à t'entendre. Ça fait beaucoup de suspect. Et justement, c'est ce qui fait que je suis mon inspecteur pour qu'il enquête, pour qu'il découvre dans chacun de ces groupuscules qui est-ce qui aurait pu en vouloir à l'avis du sénateur. Pourquoi avoir opté pour la Seconde Guerre mondiale, comme ça? Parce que c'est une période chargée d'histoire, pour le coup. Pourquoi cette période-là et pas une autre? Mais justement, c'est justement parce qu'elle est chargée d'histoire et que j'ai commencé en 1940, parce que c'est une période de totale incertitude et de chaos. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir comment analyser sereinement des faits dans une période qui n'est pas du tout sereine. Et donc, si je comprends bien, dans ce livre, on mêle un côté romanesque, une enquête avec ce meurtre, mais aussi les vérités historiques, avec le contexte. Comment procèdes-tu pour tes recherches? D'ailleurs, on sent un petit peu le professeur d'histoire derrière ça, mais Oli Boite me disait le côté manuel en moins. Donc c'est un roman. Mais comment on travaille entre le côté invention, création, roman, et le côté fait historique? Comment as-tu travaillé? Comment fais-tu tes recherches? Alors, comme toute recherche, je lis beaucoup. À partir de mes lectures, je bâtis une chronologie. Alors, la chronologie des faits historiques. Donc, pour Mort d'un sénateur, l'enquête se déroule du mois de juillet à la fin du mois d'août 1940, mais tout meurtre a une histoire, donc je suis obligé de revenir sur l'histoire de ce sénateur, ce qu'il a vécu depuis le mois de juin 1940, où le gouvernement a quitté Paris dans plus grand secret. Donc je bâtis une chronologie quasiment jour par jour pour savoir où était le gouvernement à tel moment, qu'est-ce qu'il a fait. Et dans le gouvernement, il y a plusieurs têtes, il y a le Premier ministre, le président, etc. Donc je localise, je fais des cartes. Pour Mort d'un sénateur, j'ai fait beaucoup de cartographie pour repérer où étaient les uns et les autres. Et au fur et à mesure que je lis, j'ai des idées de personnages, des idées d'événements, des idées de lieux qui peuvent être intéressants à faire découvrir au lecteur. Et ensuite, je construis si je peux dire, une chronologie parallèle qui se cale à l'intérieur de j'aime pas le terme, mais de la grande histoire. Parce que je me refuse complètement à modifier l'histoire parce que ça aurait pu m'arranger. Un événement se déroule tel jour, mes personnages le vivent ou en subissent les conséquences. Il y a un côté rigoureux, quand même, avec ça. Oui. Ce sont des lignes du temps qui se croisent, une réelle, une que tu inventes, mais c'est les faits historiques qui sont ancrés, et puis on y ajoute des choses. Absolument. C'est important que ce soit rigoureux.
C'est le professeur qui parle là, ou... Alors, je ne sais pas si c'est le prof, mais en tout cas, c'est l'historien, ça sûrement. Oui. Mais c'est justement cette rigueur que j'aime bien, parce que ça serait tellement facile de pouvoir imaginer des événements et de recréer des événements et de les déplacer en fonction de mes envies, en fonction de mes besoins historiques. Ben non, justement, ce qui est intéressant, c'est de dire, ben voilà, il y a eu tel événement à tel jour, et les hommes et les femmes de cette époque-là ont vécu cet événement, ou en ont subi les conséquences. Et donc, en faisant vivre cette même chose à mes personnages, je trouve que ça les ancre beaucoup plus dans la réalité historique. Et Oli Olibois demande, est-ce que Joseph Dumont, l'enquêteur, est inspiré d'un personnage existant ou complète invention de ta part? Non, je pense qu'il a pris des traits de caractère, ou à certains personnages, ou à des gens que je connais, mais non, il n'a rien d'un enquêteur connu. Enfin, a priori. En tout cas, que moi, je ne connais pas. Et est-ce que c'est compliqué de d'oser, alors on va appeler ça l'histoire avec un grand H, on prend souvent cette expression-là, je sais pas si tu l'aimes bien celle-là, avec les informations réelles que tu souhaites distiller dans le livre, et l'histoire que tu réinventes, que tu racontes, est-ce que c'est facile de doser ces deux lignes du temps, ces deux pots d'ingrédients? Alors, justement, c'est tout l'exercice, c'est toute la difficulté, mais tout le plaisir de construire quelque chose. Et en plus, je dirais que c'est le... il faut que j'oublie que j'ai été prof et que je puisse faire découvrir des événements historiques aux lecteurs sans qu'ils aient l'impression d'avoir un prof en face d'eux. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est intéressant à faire, qui est intéressant c'est intéressant de jouer avec ça. Comment, que ce soit dans Le Sénateur ou dans Tu es Pétain, j'ai trouvé des événements que je pensais absolument nécessaires à présenter. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux amener mes personnages pour que justement ils fassent découvrir cet événement au lecteur. Et là, les personnages sont un moyen. Et des fois, en général, ça marche. Pardon. Le personnage alors est un moyen de donner un peu de curiosité aux gens qui te lisent. Oui, c'est ça. C'est intéressant aussi. Curiosité et éclairage, un petit peu. C'est marrant. L'histoire peut faire peur. Quand on parle roman historique, tu dirais quoi aux gens qui ont cette crainte avant de commencer ou d'acheter un livre historique? Donc, je leur dirais, n'ayez pas peur, et que ce qui est... en fait, il ne faut pas prendre mes romans comme des livres d'histoire. C'est surtout parce que je veux, et parce que là, je ne suis pas prof, mais je suis romancier. Et simplement lire une enquête policière dans un cadre particulier. Et ce que ce cadre a de particulier par rapport, je pense, aux auteurs scandinaves comme Arnaldur Indridason, Camilla Läckberg. On est dans des lieux qu'on ne connaît pas. Là, on est dans une période qu'on ne connaît pas. Et mon boulot, mais c'est là tout l'intérêt, et c'est là où je me fais vraiment plaisir. Mon boulot, c'est, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est que les lecteurs découvrent la période sans avoir l'impression d'avoir assisté à un cours. Et je peux leur dire que ça. Alors, quand je vais à des salons et que je dédicace, et les gens me posent la question, je leur dis, si vous aimez l'histoire, vous allez trouver plein d'éléments intéressants qui vont vous conforter ou que vous allez redécouvrir. Et si vous n'aimez pas l'histoire, en tout cas, j'espère que l'enquête policière vous plaira.
Alors Fanny demande, n'éprouvez-vous pas le besoin de vous rendre sur des lieux pour vous imprégner d'une atmosphère? Donc, par exemple, Si, ici, on est sur on va dire le thème très très général de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a des visites de lieux à faire dans ces cas-là, quand on veut utiliser ce cadre? oui, alors les lieux ont beaucoup changé hein, par rapport à ce qu'ils étaient, mais autant que possible, je, je vais dans les villes que je décris. Euh, Là, pour les deux, je suis allé à Vichy, à Clermont-Ferrand, à Lyon et à Paris. Et je vais dans les rues que parcourent mes personnages. En regardant là aussi sur des cartes anciennes euh, ou sur des plans anciens, si le nom des rues était, euh, euh, était celui utilisé en 1940 ou 1941. Par exemple, dans Tuer Pétain, euh, l'assassin rentre par l'entrée des artistes du théâtre de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, la rue s'appelle Nestor Perret. Elle ne pouvait pas s'appeler comme ça en 1940 parce que Nestor Perret a été le chef de la résistance à Clermont. Donc, ça aurait pas été crédible. Donc, j'ai cherché. Elle s'appelle tout bêtement la rue du théâtre. Est-ce qu'on a parfois envie de réécrire l'histoire quand on travaille sur tout ça? Non. Et alors ça, c'est vraiment, je crois, parce que je suis historien depuis longtemps. Alors, on peut toujours regretter que ça soit passé comme ça s'est passé. Mais c'est vrai pour l'actualité aujourd'hui. Non, on ne peut pas la réécrire. Non, ça c'est une belle question. Mais non, l'histoire est ce qu'elle a été. Euh, elle est intangible et il faut faire avec. Et c'est ce que font mes personnages. Je te propose, tu en parlais il y a quelques minutes, de passer au deuxième livre, Tuer Pétain, tout un programme, je le disais. On va commencer par très très original à nouveau, pendant que je mets la couverture. Peux-tu nous donner le contexte de ce livre-là? De quoi parle ce roman? Alors là, je m'attendais à la question, donc j'ai pu m'y préparer, qui est une question difficile. Euh, Certes. alors, dans Tuer Pétain, il y a deux histoires. Ça commence par l'assassinat d'un pharmacien à Clermont-Ferrand, et Joseph Dumont découvre que ce type était un salaud. Et là aussi, j'ai voulu créer une victime d'assassinat qui n'était pas un type sympa. Il y a aussi des salauds qu'on a tués. Donc, il a fallu trouver qui euh, quel est l'assassin. Ça mène Joseph dans tout un tas de ramifications liées à son histoire familiale, liées à la résistance. Et puis, alors là, c'est la seule chose que où j'ai rajouté un événement qui n'a pas existé ce jour-là en tout cas, c'est le 11 novembre 1941, Pétain manque d'être victime d'un assassinat, d'un tueur qui est posté sur les hauteurs sur le toit du théâtre de Clermont. Il échappe par hasard et à partir de ce moment-là, se met en route une recherche policière énorme parce que, évidemment, la police n'a pas très envie que le chef de l'État soit assassiné, mais surtout ce qui est important et ce que j'ai découvert et ce que je voulais montrer, c'est que même la résistance à cette époque-là n'avait pas du tout intérêt à ce que Pétain disparaisse. Et Joseph Dumont travaille comme inspecteur, à la fois pour découvrir l'assassin du pharmacien, mais aussi essayer de trouver le plus vite possible celui qui a essayé d'attenter à la vie du chef de l'État, parce que
Pétain disparaissant, ça aurait été l'occasion pour les Allemands d'installer un gouverneur, comme ils l'avaient fait en Tchécoslovaquie ou en Pologne. Et là, ça aurait été la mise en coupe réglée du pays. Les frais d'occupation auraient été encore plus élevés, les réquisitions beaucoup plus importantes. Là, il n'y aurait plus, même si c'était relativement factice, mais les deux zones auraient disparu. Alors, elles auraient disparu plus tôt. Elles disparaissent de fait le 11 novembre 1942, mais en tout cas, en 1941, on profite encore relativement de cette zone non occupée que la propagande de Vichy appelait la zone libre. Elle n'était pas très libre non plus, mais enfin, il y avait moins d'Allemands. Est-ce que c'est un livre qui s'adresse plus particulièrement aux Français? Tu la sens, la question faussement naïve, ou je dois le faire autrement? Mais non, c'est parce vrai que... qu'on peut se poser la question, puisqu'on est sur un personnage historique très typé en France, est-ce que c'est un livre qui s'adresse plus particulièrement à nos amis en France, ou pas que? Mais pas que, parce que moi j'ai des visées internationales, monsieur, donc mon livre s'adresse mon livre s'adresse absolument à tout le monde, et que il me semble que dans le monde francophone, Pétain est un personnage connu. Tout le monde ne sait peut-être pas exactement ce qu'il a fait et comment il l'a fait, donc ça peut être l'occasion de le découvrir. Mais justement, c'est la possibilité pour moi de montrer cette histoire qui n'est ni grande ni petite, mais qui est celle de la vie quotidienne et de l'histoire qui a été celle de la France pendant cette année 1941. Donc c'est pour tout le monde. Où que l'on soit, on peut lire Tu es Pétain. Et alors, le livre comporte des petits plus pour les lecteurs. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, je commence par ça. Dans ce livre, il y a de la lecture augmentée. Qu'est-ce que c'est, la lecture augmentée? Alors, la lecture augmentée, ça, c'est un truc qui a été mis en place par les éditions du Cygne. Disséminées dans le roman, il y a des petites icônes qui permettent, lorsqu'on a préalablement téléchargé l'application édition du Cygne, et en retrouvant le roman, qui permettent d'ouvrir par des liens Internet, qui permettent d'ouvrir des documents historiques que j'ai utilisés. Et notamment, et ça a été aussi une découverte que j'ai faite, et grâce à la lecture augmentée on peut, le 1er novembre 1941, Pétain rencontre Göring, le deuxième personnage du Troisième Reich, dans des conditions qui sont racontées dans mon bouquin. Mais pour parler de la lecture augmentée, j'ai trouvé et j'ai travaillé la description, on en parlait tout à l'heure, des lieux et des moments dans des archives audiovisuelles qui sont conservées à l'INA et qui montrent un reportage filmé par les autorités allemandes de cette journée du 1er décembre 1941. Et donc, quand on lit Tu es Pétain et qu'on a la petite icône pour la journée du 1er décembre 1941, et ben on a les 3-4 minutes de reportage avec le commentaire emphatique qui se faisait à cette époque-là et des images tournées par la propagande nazie. Et donc, un petit plus, mais qui est plus qu'intéressant aussi, ça se met un peu dans la peau de la personne qui a créé tout ça, qui a cherché, qui est dans des documents d'époque. Oli Oliboit nous dit, dans ce livre, il y a aussi en en-tête des chapitres, on évoque un événement historique à la même date, mais pas en rapport avec l'intrigue. Quelle est ta volonté derrière cette manière de faire? Alors, pour Mort d'un sénateur, j'ai utilisé des extraits du journal officiel de 1940, au jour, comme tu dis, où se déroule le chapitre. Et pour Tu es Pétain, j'ai pris des articles de journaux. Alors essentiellement le journal local de l'époque qui s'appelle La Montagne,
qui existe encore aujourd'hui. Ce que je voulais montrer, c'est que au milieu de ces événements souvent dramatiques de la guerre, d'une part, dans Tu es Pétain et avec les journaux, la propagande et la censure faisaient que les journaux étaient obligés de ne parler de rien. Ils n'avaient pas le droit de dire, alors on donnait des petits événements, alors on avait le droit un petit peu de parler des conditions de la guerre dans le monde, mais il fallait toujours décrire des événements qui étaient favorables à l'Axe, c'est-à-dire au Japon ou à l'Allemagne. Et dans Mort d'un sénateur, avec les extraits du journal officiel, où là c'est très intéressant, c'est que on a toute une réglementation tatillonne qui se met en place et qui montre là aussi la déconnexion totale qu'il y a entre le gouvernement et la vie quotidienne des Français. Et merci beaucoup, Zut pour l'abonnement, ça fait plaisir. Ça va dans la cagnotte pour le matériel, pour la boîte en salon, donc merci beaucoup pour ça, ça me fait plaisir. Vous êtes très nombreux, merci beaucoup. Je vois que ça vous intéresse énormément. Alors, dans les livres du style, il y a Romain Slocombe qui travaille, oui. Et son infâme inspecteur Sadorski. Tu proposes dans cette série un jeune policier brillant et affilié à un réseau de résistants. Peux-tu nous dire un peu plus sur ce personnage ? Ça change, justement. On se dit, est-ce courant à cette époque dans la police, ou était-on plus enclin à une collaboration même passive, comme c'est le cas avec d'autres collègues de ce policier ? Il y a eu autant de situations qu'il y a eu de policiers. Quand Joseph rentre dans la police, c'est avant la guerre. Et lui, alors là, ça peut peut-être faire penser à quelqu'un, lui, il a été nourri des enquêtes de Sherlock Holmes ou d'Arsène Lupin. Et pour lui, le flic ou l'enquêteur, c'est le gars qui doit arrêter des méchants. Et donc, il s'engage dans la police parce qu'il veut arrêter des méchants, il veut arrêter des criminels. Et sa personnalité fait qu'il se tourne plus vers une opposition au régime de Vichy, mais dans Mort d'un sénateur, dans le premier, en 1940, il est pas persuadé. Enfin, il est comme la plupart des Français qui ne sont pas au courant de l'actualité politique. Il fait presque confiance à Pétain, en disant, oui, on verra, est-ce qu'il va réussir à s'opposer aux Allemands, parce que c'est ce qu'on croyait. Et petit à petit, l'histoire montre à Joseph que Pétain a plutôt tendance à vraiment favoriser la politique allemande plutôt qu'aider les Français, contrairement à ce qu'il dit. Donc Joseph évolue comme ça, et il vit des moments difficiles sur le plan personnel, sur le plan familial, parce que là aussi, ça arrivait, enfin, il a une famille comme les autres, je dirais. Celle où il y a des problèmes, où on ne s'entend pas avec ses parents, et d'autres choses que je ne dévoilerai pas. Ça, c'est à découvrir dans le livre. Bonsoir David, bienvenue. Alors, question subversive, nous dit Olivier Liboine. Mais j'en ai une qui va avec. Est-ce que quand on écrit ce type de livre, on donne son avis ? Parce qu'on est sur de l'histoire. Est-ce qu'on fait du commentaire en même temps ? Et sa question, c'est, pour toi, Pétain a-t-il été un grand homme ou un serviteur servile d'un régime nauséabond ? En gros, la question plus générale à ça, on peut parler de Pétain bien évidemment, il nous reste peu de temps alors à voir s'il y a de la marge pour ça, mais est-ce qu'on donne son avis ? Est-ce qu'on est en position de commenter, d'amener son petit grain de sel ? Mais quand on est historien, de toute façon, on donne son avis. On est là pour ça. On est là pas seulement pour donner son avis, je suis pour ou je suis contre, mais on est là pour expliquer. On est là pour démontrer, pour analyser. Donc moi, j'essaie de faire passer dans mes romans cette situation. Et Pétain a très mal tourné. Il a profité en 1916 d'une situation qui a fait qu'il est passé pour le vainqueur de Verdun.
Et puis, les conditions politiques, alors là, effectivement, il doit rester 30 secondes, on n'a pas le temps de tout développer, mais les conditions historiques ont fait que il s'est trouvé pour lui au bon endroit, au bon moment, il a pu profiter d'une situation, il a pris le pouvoir avec certainement dans l'idée, peut-être pas complètement construite, mais avec certainement cette idée qu'il pourrait changer la France et que il fait partie de cette vieille classe politique française pour qui le Front populaire a été une catastrophe, pour qui les francs-maçons sont des gens très, très, très dangereux, etc., etc. Et donc, bon, c'est pas pour rien que la politique qu'il met en place sur le plan français s'appelle la Révolution nationale, parce qu'il s'est dit, voilà, moi je vais profiter des circonstances pour faire le retour à la terre, etc., etc. Bon, ça, à la limite, ça aurait peut-être pu se comprendre, là où c'est absolument... c'est même pas une question d'impardonnable, mais injustifiable. Là où c'est injustifiable, c'est la politique de collaboration qu'il a menée en toute connaissance de cause. Alors que certains ont dit non, mais il faut réhabiliter Pétain, il est absolument pas réhabilitable sur ce plan-là. Et je pense que je le montrerai encore plus dans les prochains. Oui, c'est évidemment à découvrir dans le livre. C'était ma question pour terminer, avant d'accueillir Christophe Dubourg, que vous attendez également avec beaucoup d'impatience. Quels sont tes projets? Parce que des années d'histoire, il y en a d'autres dans cette Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on part en 42? Est-ce que tu vas sur d'autres terrains? Quels sont tes projets? Oui. Alors, troisième enquête à paraître en juin 2024, si tout va bien, qui se déroule pendant le procès d'Orient de février à avril 1942. Là, je ne développe pas. Et qui poussera Joseph et sa sœur à revenir sur la guerre d'Espagne. Parce que c'est un événement qu'on connaît très peu, en tout cas en France, en Belgique, je ne sais pas, on en reparlera peut-être plus tard. Et la guerre d'Espagne est vraiment un moment dramatique de l'histoire de l'Espagne, dramatique de l'histoire de l'Europe. Ça a été, on l'a dit, la guerre civile a été la répétition de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, je voulais revenir là-dessus, toujours avec le roman, avec l'artifice du roman, mais avec des données historiques sérieuses. Donc ça, c'est pour juin prochain, et la quatrième enquête qui commence reviendra sur l'arrestation de Jean Moulin. Eh bien, on en reparlera. On se réinvite, hein, et j'espère que la boîte sera encore là, qui sait. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'écouter. Je rappelle les titres: Mort d'un sénateur et tuer Pétain. Si vous venez d'arriver, vous pourrez tout regarder en replay, n'hésitez pas, c'était passionnant. Je te laisse évidemment le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Eh bien que... Alors ça, par contre, je ne l'avais pas du tout préparé, tu m'en avais parlé. On croit toujours que l'histoire nous apprend des choses et on dit on ne refera pas les mêmes erreurs. L'actualité depuis février 2022 montre qu'on n'apprend pas des erreurs. On peut analyser, on peut comprendre, mais que malheureusement, connaître l'histoire n'aide pas à éviter les conflits. Merci beaucoup, Pascal Chabot, pour ta présence parmi nous ce soir. C'était passionnant, vraiment. Merci à tous d'avoir été là. Et puis on te suit, le petit robot met le lien vers Instagram, etc. Je ne sais pas, tu dois être un peu partout sur Facebook, etc. Oui. Eh ben, n'hésitez pas à suivre ce qui se passe et à nous dire ce que vous avez pensé des livres, parce que je vois que ça en intéresse beaucoup. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir des plumes et des romans. Et que tous ces lecteurs n'hésitent pas à me faire des petits mots sur Facebook. Je serais ravi de leur répondre et de continuer les conversations. Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Pascal. C'était un plaisir. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Nous, on va accueilir le spécialiste des loups. Christophe. Attention aux questionnaires, ils sont difficiles, Christophe. Je vais faire attention. Au revoir tout le monde. À très bientôt, Pascal. Merci beaucoup.